2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes le premier dimanche du 3e mois, dans la 17e année du 2e millénaire. Et je suis toujours en compagnie de Bédel Baona. Bédel Baona, bonjour. Bonjour, cher ami, vous me faites rire. Que vous arrive-t-il? Vous faites du Ferdinand Céline avec ses interminables agglomérations lexicales doublées de quelques périphrases. Alors, avez-vous peur de prononcer le mois de mars, cher ami? Bédel Baona, le mois de mars, c'est un mois qui est symbolique pour les Congolais. C'est un mois qui marque l'histoire du Congo et c'est un mois qui va nous permettre en fait d'explorer le Congo de 75 à 2017. Bédel Baona, alors ce mois de mars en fait, puisque vous l'avez prononcé, maintenant je peux le dire, le mois de mars c'est un mois qui a un caractère spécial dans l'histoire du Congo, Bédel Baona, et surtout dans la vie d'un homme que vous connaissez maintenant bien, Denis Sassou Nguesso. Oui, cher ami, le mois de mars. Est-ce qu'il y a-t-il un lien avec le symbolisme? Vous savez, dans la mythologie romaine, Mars symbolise le dieu de la guerre, de la stratégie. Mais Mars symbolise la planète rouge. Hein. Comme le sang. Voilà. Et il ne vous a pas échappé que le sang a beaucoup coulé au Congo durant le mois de mars. Et nous y reviendrons d'ailleurs, puisque hier, nous avons fêté le 5e anniversaire des explosions de Mpila. Et le mois de mars, je crois que c'est le mois où l'imagination de M. Sassou se décuple. Il suffit de remonter le temps et vous comprendrez que oui, justement, tout presque au Congo, avec M. Sassou, s'est joué au mois de mars. Mais c'est parce que c'est la règle, comment dirais-je, du scorpion, c'est-à-dire le signe de l'automne, avec le symbolisme de la retraite, la mort et l'immersion. Cher ami. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était 10 mars, semble-t-il, 1975, que M. Sassou a été nommé ministre de la Défense. Et tout part de là. Le chaos, la dislocation, la disparition du Congo date justement de ce mois de mars 1975, le jour où Sassou a pris les rênes de l'armée. Mais il contrôlait déjà tout le monde, puisqu'il était auparavant le patron des renseignements. Voilà ce que je pouvais dire pour le début. Ben voilà, vous avez commencé donc en 75, on arrive en 77 et là. Et là, c'est comme un mois sanglant à ce moment-là. Enfin, mars donne tout son sens. Toujours Sassou avec ses amis qui ont supprimé Marie Ngouabi, Massamba Deba, le cardinal, et incarcéré les pauvres innocents qui, eux, n'avaient en aucune façon, en aucune manière participé à cet assassinat-là du président de l'époque, Marie Ngouabi. Avec M. Sassou, vous savez, on est comme dans SOS contre les Yards, vous savez, le fameux film avec Colombo, où les assassins pleurnichent, pleurent, tombent, entrent même en transe devant le cercueil du défunt, alors que ce sont eux les assassins. Donc c'est comme j'avais en 1977, quel âge? J'avais 8 ans. Donc à ce moment-là, on se souvient que devant la dépouille mortelle de Ngouabi, les Sassou et autres, les Ongaï, Ombi, pleuraient, mais comme s'ils avaient perdu, c'est pas au loto ou bien des sommes énormes. Alors, on a quittant les années 70, arrivant dans les années 2000, puisqu'on sait aussi que début 2000, en fait, notamment 2002, oui. C'est la première élection de Denis Sassou Nguesso. Élection, il était seul, quasiment seul, avec, après qu'il a fait adopter sa constitution déjà, de 2002, mais il organise une élection qu'il remporte. C'était un 10 mars. Un 10 mars, oui. Comme par hasard. Comme pour marquer l'anniversaire de sa prise de fonction, ou bien comment dirais-je, ou bien le début de son règne total, irrémédiable.
Voilà, c'était un 10 mars aussi. Voilà, un sort irrémédiable pour les populations congolaises. Ça sera le 4 mars, on reste dans les années 2000, le 4 mars 2012, Bédel Baona. Là, c'est la grande catastrophe. On reviendra précisément, mais il y a deux moments, en fait, dans cette date. Oui. Un homme qui va, comme maintenant, connaître l'enfer, et des populations qui, elles, connaissent déjà l'enfer, mais vont vraiment s'y précipiter avec ces explosions de Mpila. Oui, exactement, oui. C'est hier, samedi 4 mars. Cela fait 5 ans, jour pour jour, après les explosions justement d'un dépôt de munitions là-bas du côté de Mpila. Bon, d'après le chiffre officiel, il y a eu 300 morts, mais c'était plus. Laissant sur le tapis quelques 17 000 sans-abri. Toujours selon le chiffre officiel, mais on sait que c'est plus de 20 000. On reviendra en détail à Bédel Baona. Et il y a aussi un homme, le 4 mars 2012, en fait, qui va commencer à connaître l'enfer, alors qu'il était porté aux anges depuis toujours. C'est M. Nsourou oui. qui fêtait le 3 mars, puisqu'il était né un 3 mars, je crois, son anniversaire. Et il avait lâché une phrase, le lendemain, explosion de Mpila. Donc du coup, les ouaves de M. Denis Sassou Nguesso ou bien ses affidés ont vite fait le lien entre cette déclaration et les explosions. Ont-ils cru que c'était le début peut-être d'un coup d'État? Mais non, je n'étais pas là. Donc il a eu peut-être cette phrase malheureuse en disant que voilà, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas reconnu comme un grand officier alors que je le mérite parce que je ne suis pas de l'ethnie du président. Bon, tant pis. Il a eu cette phrase malheureuse et c'est le début de sa déchéance et puis de sa disparition. Mais c'est aussi au mois de mars que ce M. Nsourou, 2002, quelque temps avant l'élection présidentielle, qu'il s'était rendu quelque part dans le pôle là-bas vers Mouyabi ou Mouyali, je crois, non loin de Mpangala, où il avait fait exploser 33 personnes, plus de 30 personnes, oui, dans une maison. Il les a enfermés, il a incendié la case. Voilà, parce que voilà, il voulait marquer qu'il était là, qu'il soutenait M. Sassou. Oublions que ce sera aussi quelques années plus tard, 10 ans plus tard, au mois de mars, que lui-même aussi connaîtra la déchéance. Alors, Bédel Baona, vous qui êtes féru du symbole, du symbolisme, hein, la concomitance entre la date du 4 mars 2002 et celle du 4 mars 2012 et celle du 4 mars 2016. En 2012, en session d'expression, et le 4 mars 2016, mais c'est le début, en fait, de la campagne présidentielle, en fait, qui va porter Denis Sassou Nguesso pour un nouveau mandat. Oui, exactement, pour un nouveau mandat. Il a fait un coup d'État, il a perdu l'élection, il est arrivé en 3e position. Ça, chacun le sait, et lui-même le sait d'ailleurs. Donc, c'était un 4 mars que la campagne présidentielle s'ouvrait au Congo-Brazzaville avec 5 candidats du côté de l'opposition et un seul candidat du pouvoir, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso. Et le 20 mars, il remporte l'élection, soi-disant avec plus de 60%. Bédel Baona, vous allez trop vite là, hein, parce que je vois que parce que je n'ai pas envie de m'attarder sur... Il y a le 18 mars, Bédel Baona, le 18 mars, vous vous rappelez, vous avez évoqué 77 et Marie Ngouabi qui est décédée, et là le 18 mars 2016, ben, c'était la fin de la campagne présidentielle qui va voir la victoire de Sassou que vous avez dit annoncé. Exactement, et le 19, c'est l'anniversaire de Mokoko, et d'ailleurs, je crois qu'on s'était eu même au téléphone par le biais de Bowao, on avait longuement discuté, on lui souhaitant son anniversaire, ce jour-là je me souviens. Nous étions ici sur le plateau, d'ailleurs c'était le début, et c'est l'anniversaire d'ailleurs aussi de notre émission des décryptages, puisqu'on commençait... finalement, puisque nous-mêmes nous commencions un mois de mars durant la campagne présidentielle. Oui, ça signifie aussi que votre propre sœur ici à Jana TV est liée au mois de mars, donc finalement avec Sassou, vous partagez au moins chose. Enfin, le mois de mars, vous l'avez en commun, puisque vous commencez une carrière sur Jana TV au mois de mars. Moi, c'est en octobre plutôt, parce que je suis né en octobre, donc j'aime l'automne, vous voyez. Donc le mois de mars, souvent, et puis je n'ai jamais mis, ces 28 dernières années, je n'ai jamais mis pied au Congo un mois de mars, comme par hasard. Chaque fois que je suis allé au Congo, c'est soit en juin, juillet, août, ou bien octobre. Voilà. Donc 20 mars, Sassou gagne l'élection présidentielle. Et tout il gagne, il triche, il vole l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a reconnu la victoire
de Sassou Nguesso à plus de 60%. Donc, ça, c'est vous qui le dites. Enfin, c'est le Conseil constitutionnel, c'est pas moi qui le dis. Ou bien c'est Sachi Mabiala qui le dit, nous y reviendrons d'ailleurs. Voilà, on reviendra sur Sachi Mabiala. Ou bien Kokolela qui le dit, mais c'est pas moi, moi je l'ai jamais dit. On va revenir sur cette date. Mais le mois de mars, si M. Sassou a souvent marqué l'histoire au Congo, écrite avec du son, c'est le mois aussi, je crois, un mois de mars 2009, qu'il a connu sa plus terrible douleur, puisqu'un être cher lui a été arraché aussi à ce moment-là, au mois de mars 2009. Voilà, je n'en dirai pas plus. Revenons en fait au mois de mars 2012, ce 4 mars, sur la situation des sinistrés. On sait qu'il y a des explosions. Que sont devenus ces sinistrés 5 ans après Bédel Baouna? Mais ils sont là, il y a 17 000 sans-abri, selon le chiffre officiel. Mais on peut... Il y a un camp du côté de Kintélé. Oui, à Kintélé, mais ceux qui sont à Kintélé, ils ne sont pas nombreux. Et d'ailleurs, eux, ils se réjouissent de leurs conditions. Je lisais un article où un intervenant, ou bien, disons, quelqu'un qui habitait à Mpila justement et qui est maintenant logé dans un camp de Mpila, disait que nous vivons, je cite, nous vivons ici dans de très bonnes conditions. Ici, les coupures d'eau et d'électricité ne durent pas longtemps. Le gouvernement a fait de grands efforts pour nous. Il faut le lui reconnaître. Donc, c'est bien content de leur sort. En fait. Certains ont trouvé ici des conditions décentes qu'ils n'avaient pas en Mpila avant même les explosions. Ce qu'on appelle en littérature un PDV, un point de vue perceptuel. Ça n'engage que l'auteur de ce propos. En tout cas, ce n'est pas de l'avant-plan, ça n'engage que lui. S'il s'estime heureux dans un camp à Kintélé, tant mieux, mais je peux aussi le comprendre. Parce que les conditions de vie à Brazzaville, au Congo en général, et à Brazzaville en particulier, sont difficiles. Donc, s'il estime qu'il n'y a pas de longues coupures d'eau, de longs délestages, tant mieux pour lui. Mais en revanche, il y a une majorité de sinistrés, plus de 17 000, qui souffrent jusqu'à l'heure actuelle, que l'État ignore. Est-ce parce que ces sans-abri n'ont pas d'acquaintance culturelle, biologique ou ethnique avec le pouvoir qu'ils ont été laissés de côté? Je n'en sais rien. Simple question. Qu'en est-il de l'aide matérielle de l'État? Vous vous rappelez à l'époque mais il n'y en a pas. 3 millions mais pour chaque famille en attendant que l'État puisse... Mais vous connaissez bien votre État, cher ami. Vous connaissez bien la majorité de vos ministres. Ils annoncent, ils adorent les effets d'annonce, ils adorent les effets de manche, ils adorent haranguer la foule, ils adorent venir sur Télé Congo raconter des sottises, des inepties, que nous ferons ceci, que nous ferons cela. Quelques mois plus tard, rien. Vous savez, je vous ai parlé ici d'une dame qui était en train de rédiger un livre sur les discours de M. Sassou depuis 1979. Combien de beaux discours n'a-t-il pas tenus? Et combien de réalisations a-t-il faites? Donc, si vous voyez déjà le contraste entre le discours et l'action, donc, automatiquement, cela s'est refracté sur son entourage, du moins sur ses ministres. Donc, vous ne pouvez pas compter sur l'homme politique congolais, du moins sur ceux qui sont aux affaires, pour que la vie s'améliore au Congo. Non, ce serait vraiment faire preuve d'aveuglement, de cécité. Assez, c'est assez cher. Faire preuve de cécité, Bédel Baouna, vous en dites beaucoup, mais en même temps, il y a des hommes qui vous diront, ben nous, opposants congolais, ben nous faisons preuve de constance et non pas de cécité, puisque Bédel Baouna, vous avez souvent accusé cette opposition de tergiverser. Or là, nous avons des hommes, notamment M. Tchatsi Mabiala et M. Dzan, qui restent constants dans leurs propos, puisque là, nous abordons maintenant, Bédel Baouna, la question de la concertation de Wesso. Alors, il faut quand même dire que le Congo est un pays chanceux en concertation. Les concertations, il y en a quasiment tous les jours, chaque année. Dès que quelqu'un pète, ben, il faut une concertation. Alors, on aimerait quand même que monsieur le président ou ceux qui convoquent ces concertations, que vous nous convoquiez une concertation de tika-pika sur, par exemple, le chômage des jeunes. Ça permettrait de faire asseoir toute la classe politique. Une concertation sur la ville de Pointe-Noire qui a perdu 50 000 emplois en 2 ans. Bah, une concertation aussi peut-être
pour la santé, mais ça se passerait à l'eau de la caille, comme ça permettrait à ces populations de pouvoir parler de une leur santé, concertation sur les coupures d'eau, sur les délestages. Ça se passerait où, ça fait un mois que les résidents de la rue Kitenge à Bakongo, c'est pas parce que si on est quelque part là-bas qu'ils n'ont pas d'eau, donc on pourrait aussi organiser une concertation. Respecter la démarche gouvernementale. Quand on annonce une concertation, il faut un lieu. Vous voulez une concertation pour les coupures d'eau et de l'électricité, où exactement sur 342 000 km²? Cher ami, il y a eu Evo, il y a eu Sibiti, il y a eu Moscou, il y a eu Paris, il y a eu Singapour, il y a eu Kinkala, il y a eu une télé. Non, écoutez, il ne faut pas, faut pas amuser la galerie. Non, alors peut-être une dernière concertation, ce serait la concertation de Tika Pika sur le panier de la ménagère. Cela permettrait en fait à la ménagère congolaise, qui a aujourd'hui un gros souci avec un panier percé, de pouvoir sans doute le rafistoler afin de pouvoir nourrir les chefs. Voilà, mais pour revenir un peu sur ce ton humoristique, pour sur ces concertations, le décor sur ces contestations, sur ces concertations, qui jalonnent la vie politique congolaise. Dès qu'il y a, je dirais, un P, il faut se réunir. Et là, c'est pour les législatives. Or, deux hommes constants, eux, ont déjà annoncé pour l'un, en fait, sa participation. Pour l'autre, sa non-participation, puisque la chaise vide, il sait comment on la pratique. Oui, ce que j'aime chez Tati Mabiala, voire même chez Mathias Nzon, c'est leur constance, dans leur posture. Vous voyez, ils sont constants dans, comment dirais-je, dans... Parlons de Tati Mabiala, par exemple. Oui, lui, son parti a décidé de s'envoler pour Ouesso un 4 mars 2017. Mais il a dit c'est pour toujours aller le mois de mars. Oui, mais non, ils ont décidé, l'UPADES, cette école maternelle de la haine et de la sottise, a décidé d'y participer. C'est le directeur de cabinet de Tati Mabiala qui l'a annoncé, en l'occurrence M. Philippe Mbungu Ndamba, qui a dit que oui, l'UPADES participera bien à la concertation de Ouesso parce que la politique de la chaise vide ne paye pas et qu'il n'est pas de l'intérêt du parti de se mettre en marge des espaces de dialogue initiés par le pouvoir. Donc, quand l'opposition, dans son ensemble, initie un dialogue ou une convention, il n'est pas de l'intérêt de l'UPADES d'y participer parce que c'est l'opposition qui l'initie. En revanche, quand c'est le pouvoir qui initie une concertation, un dialogue, appelez ça comme vous voulez, là, il est de leur intérêt d'y participer. Cher ami, on n'a pas besoin d'être politologue, géopolitique, c'est pas docteur, c'est pas quoi là, en interprétation. On n'a pas besoin de faire appel à une certaine dame qui balance des vidéos sur YouTube, qui est férue de mysticisme, pour comprendre que l'UPADES et son parti veulent, in fine, accompagner M. Sassou. Et d'ailleurs, il a été le premier à reconnaître sa forfaiture. Alors que mais c'est quoi l'objet de cette énième concertation? C'est pas moi qui pose la question. C'est M. Mathias Nzon qui pose la question. Qui dit que visent ces concertations à répétition dans le contexte congolais d'aujourd'hui, dominé par une gouvernance électorale mafieuse et calamiteuse qui fait de notre pays un contre-modèle de démocratie dans le monde. C'est Mathias Nzon qui le dit, c'est pas moi. C'est lui qui emploie les adjectifs mafieux et calamiteux. C'est pas moi. C'est Mathias Nzon. C'est une manière de répondre à M. Tati Mabiala, apparemment. Bon, maintenant, il faut rappeler aux téléspectateurs, qui sont très intelligents d'ailleurs, que Tati Mabiala et M. Nzon sont de l'opposition. Bon, mais comme il y a un archipel d'opposition au Congo, il n'y a pas une opposition au pouvoir. Parce que les deux sont de la même mouvance. Oui. Les deux sont des opposants du pouvoir et non au pouvoir. Mais seulement, comme il y a une divergence d'intérêts, parce que Tati Mabiala veut absolument devenir le leader peut-être de l'opposition et qu'il veut garder les circonscriptions, parce que c'est M. Sassou qui nomme les députés, alors il joue son va-tout. Mais Mathias Nzon aussi, l'ayant compris, il veut torpiller les ambitions de son ami Tati Mabiala. Il se chamaille. Mais tous les deux ne sont que des opposants, parce que tous les deux ne sont que des opposants du pouvoir. Ils ne sont pas de réels opposants au pouvoir. Non, je n'y crois pas. Parce qu'il manque de virulence, quoique Mathias Nzon
emploie quelques adjectifs un peu virulents, mais cela ne participe que des éléments de langage, cher ami, et cela ne bouscule en rien monsieur Sassou. Et d'ailleurs, j'ai été un peu estomaqué de lire Mathias Nzon, ou bien d'entendre Mathias Nzon dire qu'il a appris ça à la télé. Mais non, qui peut le croire? Lui qui a un réseau si puissant, lui qui côtoie, lui qui connaît bien monsieur Sassou, et qui a un ami au gouvernement qui s'appelle M. Clément Mwamba, il ne peut pas dire qu'il l'a appris au même moment que le téléspectateur. C'est peut-être vrai, mais bon, je peux aussi me tromper, mais je n'ose pas y croire. Donc, chers amis, pour revenir à cette concertation... Oui. Mathias Nzon n'ira pas à Wesso. Hein. Il n'ira pas. Je crois que Mathias Nzon, c'est le collectif des partis de l'opposition, hein, oui. Qui n'ira pas à cette concertation. Bon, on n'a pas entendu l'opposition réelle incarnée par les Bowao et les Kimfusia et les Mounari. On ne les a pas entendus. Est-ce que feront-ils le déplacement de Wesso? Je ne sais pas. On n'a pas entendu non plus votre grand frère Kolela, en fait, à moins qu'il n'ait pris la parole ce dimanche matin, mais en tout cas au moment où nous enregistrons cette émission, moi j'ai parcouru la presse congolaise ce matin, je n'ai pas entendu parler de monsieur... Bédiel Baouna, ne cherchez pas Parfait Kolela, parce qu'aujourd'hui il a une communication discrète, et il ne veut pas se faire... Mais c'est qu'il y a à chaque élection, il y a toujours des concertations. Il y a eu les concertations de Brazzaville de 2009. Il y a eu les concertations de Vaud en 2011. Il y a eu les concertations de Dolisie en 2013. Il y a eu les concertations de Sibiti en 2015. Il y a eu les concertations de Diata. Il y a eu les concertations... Mais ça a donné quoi? Est-ce que cela a-t-il changé? Mais ça a donné une nouvelle la manière de gouverner, la manière de diriger. Est-ce que cela... Est-ce que sont-ils parvenus à trouver un accord pérenne, un accord fiable, un accord costaud sur la manière d'organiser les élections? Je peux vous dire non. Je peux vous dire non. Je vous dis non. Monsieur Tsatsi Mabiala, est-ce qu'il peut quand même me dire comment lui, il explique qu'à Olombo, qu'il y ait officiellement 4000 habitants pour 2 circonscriptions électorales, et qu'à Mouyonzi, dans la Bouenza, plus de 15 000 habitants, une seule circonscription? Est-ce que vous ne voyez pas une incongruité? N'y a-t-il pas une incongruité? Comment lui l'explique-t-il, M. Tsatsi Mabiala? À un certain moment, il faut être raisonnable, je crois. Et que ce n'est pas parce que c'est le pouvoir qui vous donne des gardes du corps, qui vous donne ceci pour voyager, qui vous donne le visa, qui vous fait des chèques pour aller vous faire... Qui vous donne un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique. À un moment, je crois que la posture de M. Tsatsi Mabiala devient de l'imposture. Ouais. De la posture, on passe à l'imposture. Ça ne peut plus, ce n'est plus tenable. Il a conduit son parti déjà dans l'abîme, et il est en train de le tuer une deuxième fois. C'est dommage. C'est dommage, Bédiel Baouna, et pourtant les cadres du PASTEF se taisent. On n'a rien entendu de Paris. À un moment donné, votre grand frère Mawel parfois tonnait, mais je pense qu'il est rentré dans les rangs. Et il est rentré, mais lui aussi, ne dit. Mais notre ami Makita Mawel veut aussi sauver son poste de délégué ou bien de patron de l'UPADES à l'étranger, en Europe. Si je me trompe, qu'il vienne me contredire. Parce qu'on n'a pas entendu, il a fusillé Nativi. Bon, et il nous suivra. Oui, il nous suivra, je pense qu'il viendra vous répondre ici, Bédiel Baouna, puisque c'est un coutumier de notre plateau. Alors, Bédiel Baouna, on se rend bien compte que finalement, le Congo et son opposition ont un problème. Est-ce que c'est un problème d'homme ou bien c'est un problème institutionnel? C'est-à-dire que le pays n'arrive pas à organiser une vraie opposition où les opposants ne veulent plus d'alternance. Non, ce n'est pas un problème d'institution. Les institutions, ce sont les hommes qui les font. Parce que ce sont les hommes qui rédigent les lois. Et c'est à partir de ce texte-là que vous rédigez qu'une institution devient forte. Je crois que c'est un problème d'hommes. 9 hommes politiques sur 10, voire 10 sur 10, sont en quelque sorte, versent en quelque sorte dans la médiocrité. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils font la politique parce qu'ils ont des idées, des convictions à défendre, ou bien font-ils la politique parce qu'ils ont besoin d'argent? Quand on voit même, il y a beaucoup qui sont arrivés en politique
par opportunisme, par le goût de l'argent facile. Les Marimpoué, les Elo Mampouya, les Thierry Mungala, les Destiné Dougaga, vous voyez? Et ces gens-là représentent le Congo sur le plan politique. Non, ils ne sont pas représentatifs du Congo parce qu'il y a des hommes et des femmes anonymes qui, eux, sont des convictions qui pouvaient faire quelque chose. Donc, c'est un problème d'hommes. Donc, je crois qu'il faut raser toute la classe politique congolaise et attendre qu'il y ait... Vous leur proposez de boire la ciguë ou quelque chose comme ça? Après tout, les grands hommes l'ont fait. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont lu Jésus-Christ, il est dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour les péchés des hommes. Il s'est sacrifié. Socrate s'est sacrifié. Un grand homme que j'aime. Alors pourquoi les hommes politiques, eux, a fortiori médiocres, ne disparaîtraient-ils pas? Puisqu'ils sont incapables d'articuler une stratégie qui puisse partir de M. Sassou. Et voire même incapables de constat. S'ils ont une extraordinaire capacité à courir vers l'argent, facile, ils sont dépourvus pour la majorité d'entre eux de capacité de constat et de prospective. Ils savent pertinemment que pour faire partir M. Sassou, une seule stratégie s'impose. C'est d'appeler à l'insurrection. Une sorte de cérémonie de bois caïman, ai-je dit ici une fois. Ils en sont incapables. Chaque fois qu'ils essaient d'élaborer une stratégie, elle est torpillée. De l'intérieur. Tout simplement parce que M. Sassou a infiltré tout le monde. Et tout simplement parce que M. Sassou a fait le vide. Et il a cautionné, il a démocratisé en quelque sorte la médiocrité. Et chers amis, je crois que le Congo n'est pas sorti de l'auberge. Le Congo, oui, il n'émergera pas à l'air libre, du moins dans les 20 ans à venir, hein, je vous le dis. Il faudra attendre longtemps. Voilà, Bédel Baouna, nous n'attendrons pas longtemps pour revenir en France, puisque là, on va aborder en fait l'actu chaud d'ici, c'est le sort d'un homme, François Fillon. Alors, Bédel Baouna, je me rappelle que lors de la campagne des primaires, hein, vous brillez ici par des analyses qui propulsaient M. Fillon, le discret, puisque après le deuxième débat, vous êtes dit, voilà cet homme, il arriverait et c'est lui qui gagnerait ses primaires. Effectivement, vous avez eu raison. Ben, Bédel Baouna, là, je me demande si vous n'avez pas plongé les mains dans la confiture, parce que là, maintenant, à force de les sucer, ben, vous vous mordez les doigts, puisque votre Fillon, que devient-il aujourd'hui? La risée de la France et du monde entier, Bédel Baouna. Cher ami, je ne suis pas fan de Fillon. De François Fillon, non. J'avais suivi la primaire et dès le début, je me suis dit, ce gars-là pourra remporter les primaires de la droite. C'est ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Maintenant, il y a eu un rebondissement. Nous sommes le 25 janvier, le Canard enchaîné balance une enquête. Comme quoi, voilà, M. François Fillon, parlementaire, a employé sa femme. Pourquoi on en est... Pourquoi là où nous sommes aujourd'hui? C'est parce que M. Fillon a été battu, ou bien semble être battu par M. Fillon. Dès le 26, au matin, ces stratèges ou ces communicants auraient dû lui dire de prendre la parole et de reconnaître les faits, de dire, écoutez, c'est comme ça, je rembourse. Je crois que l'affaire aurait fini. Je crois que là, il aurait pris de court tout le monde. Oui, dit, écoutez, c'est vrai, et ils ont minoré l'impact qu'aurait cette affaire. Et lui-même, M. Fillon aussi. Lui-même, mais parce qu'il s'est embourbé dans des explications confuses. Il a été incapable de justifier le fait d'avoir employé. On ne reproche pas à M. Fillon d'avoir employé sa femme. Non. Le népotisme en France est légal. Beaucoup de parlementaires ont comme assistante leur femme, leur fille, leur fils. Mais on reproche, leur maîtresse aussi. Leur maîtresse aussi, pourquoi pas. Oui. Mais on reproche à M. Fillon d'avoir embauché sa femme pour ne rien faire. Le caractère fictif de l'emploi de sa femme. Et longtemps. J'écoutais une émission sur une chaîne d'information continue. Il y a une journaliste très connue d'ailleurs qui est venue dire, mais M. François Fillon est parlementaire depuis 36 ans, depuis 1981. Il n'a jamais fait partie, figurez-vous, d'une commission. Et ce détail-là, je l'ignorais. D'une commission parlementaire. Il n'a jamais signé de rapport.
et il n'est pas assidu à l'Assemblée. Donc, à quoi a servi tout cet argent qu'il a destiné aux assistants? Parce qu'il n'a pas produit un travail parlementaire conséquent. Il n'a pas produit. Donc, là aussi, on peut, a posteriori, j'aime bien ce mot, se dire que les primaires étaient entachés d'un vice de forme, puisqu'il a remporté les primaires sur l'argument de la probité. Or, il savait que finalement, cet argument-là était fallacieux, que lui-même n'était pas aussi propre qu'il ne le disait. Donc, je crois qu'il a été battu par lui-même. Il aurait dû, dès le début de cette affaire, éteindre le feu. Ou bien, allumer un contre-feu. Il en a été il a essayé des contre-feux. Donc là, je pense que c'est mort pour lui. Je pense que malgré la manifestation de ce dimanche, en plus il pleut, parce que c'est acquis tout double. Si il y a moins de monde qu'au Parc des Princes, il est perdu. Le Trocadéro, c'est à peu près 50 000 personnes. Donc. Lundi, Alain Juppé se déclare. Mais à contrario, s'il y a du monde, Alain Juppé ne se déclarera pas. Et c'est là où et c'est sa seule chance, c'est aujourd'hui, ce dimanche. S'il y a du monde, tant mieux pour lui. Parce qu'il veut de la ferveur populaire. Mais c'est risqué, parce qu'il peut être taxé de populiste, dans la mesure où il met en conflit le peuple avec les institutions. Parce que la manifestation était initialement prévue pour, contester contre les juges. Contre les juges. Et ça, c'est très dangereux pour un homme d'État de son acabit, pour un homme d'État de cette nature. Qui plus est, pourrait devenir dans quelques mois le président de la 5e puissance de la France. Mais qu'est-ce qu'il sera le garant de la magistrature. Qu'est-ce qu'il fait tenir Bédel Baouna, selon vous? Vous l'avez un peu analysé. Qu'est-ce qu'il fait tenir, en fait? Je crois que lui-même... Il est surpris qu'il tienne? Non, lui-même, si vous avez vu son meeting de Nîmes, le lendemain, le vendredi matin, à la gare, on a montré ces images quand il était à la gare de Nîmes. Il est très tiré, il était là, le regard à gare. Je crois que même son meeting de la Courneuve, de samedi, d'Aubervilliers, je crois que le cœur n'y est plus. Parce que beaucoup l'ont lâché. Oui. Et même son directeur de campagne. J'étais au Sénat, je discutais avec un sénateur républicain, lequel me disait, mais Gérard Larcher, le patron, lui dit, mais arrête, tu ne peux plus faire la campagne. Parce qu'il devient difficile pour Fillon de trouver des villes pour mener campagne. Qui l'accueille. Avec le concert des casseroles aussi. Mais les maires refusent de l'accueillir. Oui. Les maires refusent de l'accueillir. Devient de plus en plus difficile. Gérard Larcher lui a dit de renoncer. Il ne veut pas. La grande Valérie Pécresse, que j'aime bien, que j'estime, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est que je compare au Congo à Madame Soudan. Non, Lidjami Kolo. Madame Soudan, c'est en quelque sorte la Nadine Morano, du Congo. Si vous voulez. Et les deux sont de droite, donc à la limite, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, entre les deux, il n'y a qu'une différence d'appréciation. Donc, pour revenir, voilà. Donc, je crois que... Mais il y a un noyau dur qui tente de sauver la face. Qui tente de dire qu'on peut tenir jusqu'au 17, date limite de dépôt des candidatures. Or, en face, les gens de Juppé ont lancé l'offensive en envoyant les parrainages au Conseil constitutionnel. Comme pour parer à une éventuelle. Et ce qui mettra en difficulté bien plus tard, quelqu'un aussi que j'aime bien, François Bayrou, puisqu'il a déjà choisi Macron. Que pourra-t-il, puisque c'était lui le fervent partisan. Voilà pourquoi j'aime la politique française. Tellement de choses à analyser. La politique congolaise, il y a des choses à analyser. Vous l'avez fait tout à l'heure. Mais la politique congolaise, la constance de M. Tiassi Mabiala, vous l'avez bien analysé. La constance de M. Dans l'abrutissement, vous voulez dire. Dans l'abrutissement, oui, c'est ça, oui. Donc, elle est déroutante. Voilà, parce que c'est notre pays, parce que je suis né quelque part, moi personnellement, et que, comme chantait Maxime Le Forestier, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on veut. Et de ce fait, je dois parler du Congo au quotidien. Voilà. Il parle du Congo au quotidien, Bédel Baouna, mais on va repartir, quittant les bords de Seine pour Brazzaville. Nous avons fait exprès pour reparler, en fait, toujours la date du 4 mars.
d'un homme, en fait, Monsieur Tsuru. Il faut quand même dire, le 28 février, on a assisté à une scène ubuesque. C'est-à-dire au Congo qu'on peut voir des choses comme ça, en fait. Les restes mortels de Marcel Tsuru, décédé le 17 février dernier, ont été restitués ce jour à la famille sur les terres de ses ancêtres. Au nom du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, je vous restitue ce jour 27 février 2017 ici à Akana-Lagué, district de l'Ekana, département des Plateaux, les restes mortels de Marcel Tsuru. Pour matérialiser cet acte, un procès verbal a été de ce fait signé entre le gouvernement de la République, représenté par le colonel Jean-Blaise Como, directeur général de l'administration pénitentiaire, et les chefs de famille paternels et maternels. Alphonse, bienvenue Gangoué. C'est maternel. Bon, donc, yo signé. Ici là, non? Oui, signé là. Côté paternel. Yo, signé. Et ceci étant fait, je vous remets donc le procès verbal signé côté paternel. Et le côté de maman, c'est vous. Merci beaucoup. Nous repartons à Brazzaville de rendre compte au ministre de la Justice et au gouvernement. Merci beaucoup. Du courage. Le colonel Jean-Blaise Como a par la suite échangé avec un membre de la famille. C'est une situation douloureuse. Moi, je compte sur vous. Vous avez un ascendant sur eux. Je comprends l'émotion des parents, mais vous essayez d'apporter le baume. En rentrant à Brazzaville, je me vais rendre compte au ministre de la Justice. Tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Ok. Et du courage. Merci beaucoup. Grave. Un colonel Jean-Blaise Como débarquant d'un hélicoptère, faisant signer en race campagne des feux que les gens tiennent à la main, en fait, et avec cette phrase un peu bizarre, hein, pour quelqu'un qui est mort d'une crise cardiaque, ben, je vous ramène les restes. Edel Baouna, qu'est-ce que c'est comme langage? Quelle interprétation faites-vous, en fait? Quelle analyse déjà? Cher ami, je vais encore ennuyer nos téléspectateurs sans vouloir rentrer dans une analyse grammaticale de cette phrase. Je peux dire que c'est une belle phrase. Oui, je vous restitue les restes. Vous voyez, c'est une phrase performative avec un effet perlocutoire. Dans cette phrase, il y a une allitération en reste. Restitue, reste. Oui, bravo pour cette phrase. Jean-Blaise Como, c'est le patron des services pénitentiaires du Congo, en fait. Hein. Cependant, je suis en droit de me poser la question, est-ce que cette phrase vient de lui-même? Comment peut-il dire, dans l'histoire mondiale de l'humanité, oui, pour la première fois, on a vu un représentant de l'État aller remettre, aller restituer un corps. Des restes, faut préciser, des restes. Des restes. Ah, bon, donc, quand on dit reste, cela signifie que le corps n'était pas entier. Oui, il y a des choses qu'on a pu retrouver. On lui a peut-être amputé les organes, le rein, le ceci, comme on l'a fait, paraît-il, pour Pierre Onga. Pas paraît-il. Parce que pendant qu'on avait capturé Pierre Onga, à l'hôtel, à l'époque, au Mbamo Palace, quelques chirurgiens venus d'Europe étaient en train d'opérer sa fille, à la recherche de fétiches ou de quelque chose. Vous voyez le niveau de M. Sassou? Où peut-il arriver? Pendant que M. Onga était, on l'avait ramené de Libreville à Brazzaville, oui, en Mbamo Palace, on opérait sa fille à la recherche de fétiches. Voilà. Donc, pour revenir à M. Sourou. Sur Jean-Blaise Como, puisque par rapport à cette expression. Je vous restitue les restes. As-tu mesuré l'importance de son propos? Est-ce que c'était un simple lapsus? Je n'y crois pas. Dans l'hélicoptère, ou bien chez lui dans son bureau, il a répété. Il a répété. Donc, et sa mise en scène est tout simplement immonde. Je vous restitue les restes. Au-delà de la beauté de cette phrase, de la performativité de cette phrase, je crois qu'elle cache quelque chose. Donc oui, il leur a peut-être dit
ou bien il a dit à la famille de Marcel Nsoro que le corps, que la moitié, ou bien une grande partie de la dépouille de M. Nsoro a été amputée. À quelle fin? Pour quel but? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Parce que c'est ce que recèle cette phrase. Oui. Je vous restitue le reste. Donc le corps a été coupé. Mais pourquoi faire? Vous voyez, on est dans des mysticismes, dans des dans l'état dans lequel un abrutissement même abyssal. Je lisais même un article, permettez-moi simple digression. La ministre des Eaux et Forêts, Madame Valérie Matondo, qui est allée dans le pool, dire que oui, les 2 éléphants qu'on avait vus à Kinkala sont maintenant à Luengi, que c'est un signe que c'est Dieu qui nous a envoyé ces 2 éléphants, parce que dans le pool, il n'y a pas d'éléphants. Donc, par conséquent, la venue de ces 2 éléphants, puisque ce sont des espèces protégées, on ne peut les abattre, donc ils doivent se promener, et que ces 2 éléphants sont le signe que nous voulons la paix. Ah bon? Voir 2 éléphants, donc si un jour on rencontre aussi 2 lions dans le pool, oui, on dira que oui, c'est Dieu, c'est oui, et le signe que, voilà, nous voulons la paix. Une ministre, Madame Valérie Matondo, qui vient balancer ça. Vous voyez, ça rejoint un peu les vidéos parfois que je revois sur YouTube, les gens qui font des vidéos à l'emporte-pièce, à la con, voilà, pour raconter des sottises, ceci ou cela, ou bien ils veulent se faire important, car ils n'ont rien à faire. Attendez, 2 éléphants, mais ils peuvent bien provenir du Niari, de la Bouenza, ils sont costauds, les éléphants, mais n'allez pas faire un lien, parce qu'on est arrivé à un stade où l'abrutissement est tel qu'il est irrémédiable. Donc, je pense que le monsieur là, monsieur Jean-Blaise Como, monsieur Como, c'est une phrase, cette mise en scène, je crois que lui a été imposée. Et ils n'ont pas compris que cette phrase, justement, pouvait faire polémique. C'est une phrase. Décryptons un peu ces images. On a vu la famille de Nsoro très disposée, en fait. Hein. Et signer des procès-verbaux, et signer le procès-verbal. Est-ce qu'ont-ils lu le procès-verbal? Je ne sais pas. Il se passe des choses bizarres au Congo. Alors, bien, si vous voyez le plan rapproché de 2, il y a un plan, il y a une juxtaposition de plans. Il y a un plan rapproché et à côté, il y a un plan d'ensemble. Mais maintenant, dans le plan rapproché, on voit seulement la tête d'une personne qui signe. Et l'autre qui dit, en français d'abord, il peut lingala, signer. Mais est-ce que... Et il ne prend même pas la peine de leur faire lire le procès verbal ou bien de le traduire. Ont-ils lu? En tout cas, c'est une mise en scène pathétique. Enfin, peut-être que ça a été fait, mais ce montage que ça a été fait, puisque la rumeur pourrait, selon laquelle que la famille aurait perçu de l'argent. Enfin, la famille a peut-être reçu de l'argent. C'est une information que je n'ai pas vérifiée, donc je ne sais pas la confirmer. Une question qui me taraude. Que valent en tous ces honneurs? Quelqu'un qui a été banni, rétrogradé, en fait, en quasiment soldat simple alors qu'il était colonel, et qu'aujourd'hui l'État se déplace pour ramener sa dépouille, en fait, dans son village natal. Que valent cet honneur? Parce que tout simplement, M. Sassou ne peut pas oublier que M. Nsoro a commis des crimes à son nom. Et donc il fallait quand même lui rendre hommage. Un hommage. Il a condamné à perpétuité Bédel Babona. Donc c'était un hommage posthume. Mais plus qu'un hommage, je crois que c'était de la raillerie, de la moquerie. Et aussi une mise en garde contre tout officier qui pourrait avoir des velléités de rébellion, par exemple. Vous savez, au Congo, il y a plusieurs généraux, mais ce sont plus des généraux de l'armée du salut que de l'armée réelle. Mais il y a longtemps qu'ils auraient dans les jeux. Mais monsieur Sassou se balade. Monsieur Makosso, monsieur Sassou, aujourd'hui, là, je ne dis pas que ça se passe comme ça, je le répète, monsieur Sassou peut téléphoner à la femme d'un officier, d'un général, venez, je vous emmène quelque part, l'officier en question ne dira rien. Parce que c'est M. Sassou. Ah oui, c'est M. Sassou. Mais M. Sassou n'est pas n'importe qui. C'est un demi-dieu sur terre. C'est quelqu'un qui va vivre 500 ans, 1000 ans. Il fait ce qu'il veut au Congo. Il n'a personne en face de lui. Il vous nomme général, vous avez votre salaire, votre 4x4, une maison climatisée, une entreprise de bâtiment, des marchés de l'État, que vous donne Jean-Jacques Bouya, parce que c'est Bouya qui surveille aussi.
Oui, comme M. Sassou fait ça, c'est qu'il vous met Bouya. Donc Bouya, tu lui donnes 2 mètres. Voilà, il ampute les 2 mètres sur les 10 mètres prévus. Voilà. Et le général en question, il reste bouche bée. Et M. Sassou se promène. Il est là. Ce sont des généraux de l'armée de salut. Ce ne sont pas des généraux de l'armée réelle, cher ami. Donc voilà. Donc, et c'était aussi, je crois que cette mise en scène consistait peut-être sur le plan psychologique et moral à les mettre en garde. Écoutez, si vous aussi, vous vous avisez un jour à vous rébeller, vous irez en prison. Une fois mort, on coupera votre dépouille et puis on ira restituer les restes à votre famille. C'est tout. C'est ça, cher ami. Quelle autre explication voudriez-vous? Quelle autre analyse peut-on faire de ces images? Moi, je ne verse pas dans l'irrationnel, dans les raisons. Non, moi, c'est la raison. Je ne parle que de ce que je vois et de ce que j'ai vu. Je ne suis pas mysticisme. Non, je ne crois pas en Dieu. Non, je crois en ce que je vois. Voilà, moi, je me contente de commenter ces images. Cher ami, c'est comme ça, du moins, c'est le message que j'ai décrypté, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, nous aussi, nous allons vous restituer les restes de votre liberté. Merci, Bédiel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Noko Kumunga Keso. Merci à mon habilleur, la maison Connivence Sapenco. Merci à vous, toujours aussi nombreux à suivre ce programme. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.